Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le président de la Cour suprême du Rwanda a présidé à la cérémonie de prestation de serment du nouveau commissaire de la Commission électorale nationale, Nkiko Albert. Au cours de cette cérémonie officielle, la présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanangazwa, a rappelé l'importance de la collaboration entre les membres de cette institution, soulignant que le travail d'équipe est la clé d'un fonctionnement efficace et de résultats satisfaisants. Elle a également encouragé le nouveau commissaire à faire preuve d'engagement total dans l'exercice de ses fonctions en allant au-delà des horaires de travail habituels lorsque cela s'avère nécessaire afin de garantir l'accomplissement de sa mission. La Commission électorale nationale joue un rôle essentiel dans le renforcement de la démocratie au Rwanda, notamment à travers l'organisation et la supervision des élections dans un cadre transparent et crédible. Avec cette nomination, Nkiko Albert rejoint une institution clé du pays appelée à assurer la continuité et la fiabilité des processus électoraux dans le respect des principes d'intégrité et de responsabilité ainsi que de professionnalisme. Ce mardi, dans le district de Lubavu, une délégation de sénateurs du Sénat du Rwanda composée de Sengiyumva Fulgence et Mukabalisa Donatila, membre de la commission de l'économie et des finances, est en visite dans ce district. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre d'une résolution adoptée par le Sénat en l'an 2000 qui demandait au gouvernement d'accélérer le développement des infrastructures dans les zones industrielles, de mettre en place un système efficace de gestion et de prévoir des mécanismes de réhabilitation en cas de dégradation. Actuellement, cette délégation a été informée que la zone industrielle prévue dans le district de Lubavu a été approuvée en 2024, mais qu'aucune infrastructure n'y a encore été installé sur une superficie d'environ 200 hectares. Il a également été signalé qu'il n'existe pas encore de plan clair pour résoudre les problèmes d'indemnisation des habitants propriétaires de ces terrains. Ces défis ont été identifiés comme des obstacles décourageant les investisseurs. Des échanges sont en cours entre les sénateurs présents à Lubavu, Fred Mugabe, les autorités du district ainsi que les représentants du secteur privé afin de trouver des solutions pour développer la zone industrielle de Lubavu tout en tenant compte des intérêts des citoyens et en favorisant leur participation. Nous sommes le 21 avril, une date qui rappelle la journée la plus sombre du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est l'une des journées les plus meurtrières pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, car plus de 250 000 Tutsis ont été massacrés ce jour-là, un grand nombre d'entre eux étant dans l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud du Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Manishimwe. Murambi, une localité du sud du Rwanda située à environ 120 km à vol d'oiseau de Kigali, la capitale. Ce beau paysage, des bâtiments initialement érigés pour abriter une école technique, ont été le théâtre d'une folie meurtrière le 21 avril 1994. Plus de 50 000 Tutsis y ont été sauvagement massacrés. Cette date du 21 avril rappelle ainsi l'horreur du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. De tristes mémoires, ce jour fait revivre au pays de mille collines l'abandon des Nations Unies avec la résolution 912, adoptée en pleine intensification du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette résolution a ramené le contingent de la Minuar d'environ 2500 soldats à seulement 270 militaires, malgré des massacres en cours et dont l'ONU avait bien conscience. À travers tout le pays, plus de 250 000 Tutsis ont été tués cette même date du 21 avril dans différents lieux.
De façon particulière, 3 localités de l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud du Rwanda, à savoir Murambi, Cyanika et Kaduha, ont vécu les massacres des milliers de Tutsis le même jour. Ces massacres simultanés à Murambi, Cyanika et Kaduha, tous situés dans l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud du Rwanda, s'expliquent surtout par une combinaison de planification centralisée et d'exécution locale coordonnée dans le cadre du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Après la mi-avril 1994, le gouvernement intérimaire, dirigé notamment par Théodore Sindikubwabo et Jean Kambanda comme Premier ministre, a intensifié les déplacements en province pour donner des consignes directes aux autorités locales. Dans des préfectures comme Gikongoro, les préfets, sous-préfets et bourgmestres ont reçu des instructions claires, accélérer et généraliser les massacres. À Gikongoro, des responsables comme l'ancien préfet Laurent Bukibaruta, condamné par la justice française pour complicité de génocide, et des officiers militaires coordonnaient la mobilisation des miliciens Interahamwe, l'implication des gendarmes militaires et la participation de la population civile. Cette structure hiérarchique a permis de lancer des attaques synchronisées dans plusieurs localités le même jour. Dans des sites comme Murambi, Cyanika et Kaduha, les Tutsis avaient souvent été rassemblés à l'avance, parfois sous prétexte de sécurité, ce qui était un pur mensonge. Cela a facilité des massacres de masse en un temps très court, une fois l'ordre donné. La région de Gikongoro, aujourd'hui principalement le district de Nyamagabe et une partie de Nyaruguru au sud du Rwanda, a une particularité historique importante dans les violences contre les Tutsis depuis les années 1959. Elle a été à la fois un lieu de massacre et surtout une zone de concentration forcée de Tutsis déplacés, ce qui l'a rendu particulièrement vulnérable lors des génocides commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ces populations déplacées vivaient souvent dans des conditions précaires, isolées et déjà ciblées par des discriminations et violences récurrentes dans les années 1960 et 1970. Cette configuration de Gikongoro préfigure tragiquement ce qui allait se produire lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une cérémonie de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis s'est déroulée dans le secteur de Kalama, district de Huye. Ce lieu, autrefois rattaché à la commune de Runyinya, dans l'ancienne préfecture de Butare, porte une mémoire lourde. En avril 1994, des Tutsis originaires de cette région, ainsi que d'autres venus de l'ancienne préfecture de Gikongoro, s'étaient réfugiés à la paroisse catholique de Kalama, espérant y trouver protection. Mais le 21 avril 1994, des miliciens Interahamwe, appuyés par des policiers, ont lancé une attaque meurtrière, mettant fin à leurs espoirs et à leur vie. Les survivants racontent qu'avant de les massacrer, les assaillants avaient d'abord affaibli leurs victimes en les privant de nourriture et d'eau. Pourtant, ces derniers avaient posé une résistance courageuse, repoussant les premières attaques à l'aide d'armes traditionnelles et de pierres. Pour briser cette résistance, des sources d'eau environnantes furent empoisonnées, plongeant les réfugiés dans une extrême détresse. C'est dans cet état de faiblesse que les tueurs ont lancé l'assaut final, ne laissant que de rares survivants. Le drame ne s'est pas arrêté là. Les enfants qui avaient échappé à l'attaque du 21 avril ont, le lendemain 22 avril, été victimes d'un autre acte de cruauté indescriptible. Une bouillie empoisonnée à l'acide leur a été servie, entraînant leur mort. Malgré ces atrocités, les survivants témoignent aujourd'hui de leur résilience. Ils ont su se reconstruire, rebâtir leur famille et continuer à vivre avec dignité. Le mémorial du génocide de Kalama abrite aujourd'hui plus de 75 000 corps de victimes, témoignant de l'ampleur du drame et rappelant à chacun le devoir de mémoire. Des experts en psychologie et santé mentale indiquent que le fait que certains auteurs du génocide contre les Tutsis terminent leur peine sans avoir demandé pardon à leurs victimes ni révélé la vérité sur les lieux où ils ont jeté les corps constitue l'une des causes de la persistance des traumatismes chez les survivants, notamment lorsqu'ils les rencontrent. Jean-Benoît Michel.
32 ans après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, certains condamnés pour des crimes arrivent aujourd'hui au terme de leur peine. Avant leur libération, ils bénéficient d'une préparation visant à faciliter leur réintégration dans la société, notamment à travers les séances d'échange autour du programme Ndumunyarwanda. Cependant, des survivants du génocide affirment que, malgré les progrès réalisés dans leur reconstruction, ils restent confrontés à des défis, notamment le manque de préparation pour accueillir ces anciens détenus, ceux qui auront les retrouvailles parfois brisques et douloureuses au sein des familles. Certains ont terminé l'université, d'autres des formations professionnelles et d'autres encore ont repris une vie normale en exerçant des activités comme le commerce, l'élevage ou l'agriculture. Nous demandons une collaboration avec les autorités locales afin que, lorsqu'ils terminent leur peine et s'apprêtent à rentrer, la population soit informée psychologiquement, tout comme eux le sont avant leur retour. Les familles et les voisins, notamment les survivants du génocide, doivent aussi être préparés à accueillir une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les organisations confessionnelles, les églises et les communautés religieuses jouent également un rôle important dans la réconciliation entre les auteurs du génocide et les survivants. Le responsable de l'église ADPR, le révérend pasteur Daïse Isaïe, souligne que des progrès ont été réalisés, même si des efforts restent nécessaires. Il est essentiel de leur rappeler en permanence la vérité, en fait qu'ils reconnaissent leurs crimes et demandent le pardon. Comme vous l'avez constaté, certains pasteurs impliqués dans le génocide perpétré contre les Tutsis ont été déchus de leur titre. Un pasteur doit promouvoir des enseignements d'amour qui unissent et éviter tout discours susceptible de diviser les Rwandais. De son côté, le secrétaire exécutif de l'organisation Ibuka, Aïcha Naftal, indique que ces initiatives sont en cours pour préparer la société rwandaise à accueillir des anciens détenus. bazi yuko ibihano biri mu kugenda birangira akabara akavuga ati kanaka yakatiwe imyaka 30. On sait qu'une personne condamnée à 30 ans de prison va bientôt sortir. Mais le problème est que cela arrive parfois sans que les survivants du génocide soient informés. Se retrouver soudainement face à cette personne peut être très douloureux. C'est pourquoi il est nécessaire de partager l'information afin que nous puissions nous aussi préparer nos proches. Yuko abantu bajya basangira aya makuru kugira ngo natwe dutegure abantu bacu kurushaho. La psychologue Amizero Irène explique que les traumatismes ressentis par certains survivants lors de ces rencontres sont souvent liés à l'absence de vérité et de demande de pardon. Warokotse abona ari kumwe n'uwasoje igihano ariko akaba ataramusaba imbabazi cyangwa se. Lorsqu'un survivant rencontre une personne ayant purgé sa peine sans avoir demandé le pardon, ni parler de ce qu'elle a fait, ni révéler les faits ou les lieux où les victimes ont été abandonnées, cela ravive la douleur. Le fait de se retrouver dans un même groupe avec quelqu'un qui n'a pas dit la vérité est particulièrement difficile à supporter. La directrice exécutive chargée de la résilience au sein du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Kayumba Ouela Marie-Alice, explique les mécanismes de préparation des détenus avant leur réintégration. Nous avons convenu avec l'administration des centres de services correctionnels de recevoir les listes de personnes à libérer 6 mois à l'avance, avant de les transmettre aux autorités locales et aux structures d'Ibuka. Cela permet d'anticiper les retours. Certaines listes peuvent compter jusqu'à 600 personnes, réparties de manière inégale selon les districts. Ce travail s'accompagne également de recherche, car dans certains camps, la cohabitation se passe bien.
Depuis le 18 mars 2025, un programme de préparation des personnes condamnées pour des crimes de génocide a été lancé. Elles reçoivent des formations sur l'unité, la résilience, le programme Ndumunyarwanda, ainsi que sur l'histoire et la reconstruction du pays et le comportement à adopter à leur retour dans la société. À ce jour, 2003 personnes ont déjà bénéficié de ce programme. Vous suivez la grande édition sur la télévision nationale rwandaise. L'administration du corridor Nord affirme qu'elle collaborera avec le Rwanda pour aménager une aire de repos pour les poids lourds effectuant le transport transfrontalier. Il souligne également que le réseau routier rwandais répond à 98% aux normes et exigences. Le point avec Patrick Nilidandi. Lorsqu'on interroge les chauffeurs routiers traversant plusieurs pays, ils évoquent les difficultés rencontrées sur les routes, notamment dans les pays concernés qui entravent leur travail. La qualité de la route joue un rôle essentiel. Lorsque la route est bonne, le chauffeur peut effectuer entre 3 et 4 jours de route, alors que lorsque la route est en mauvais état, le voyage peut se prolonger jusqu'à une semaine. Le chauffeur doit fréquemment utiliser ses freins, éviter les nids de poules, endommager des fois son véhicule, recourir aux mécaniciens pour réparer certaines pannes et arriver en retard à destination. La plupart des chauffeurs apprécient la qualité des routes au Rwanda car ils arrivent à utiliser promptement leur temps. Ils indiquent que les difficultés commencent lorsqu'ils utilisent les routes des autres pays de la région. Ces mêmes chauffeurs indiquent qu'au Rwanda, la difficulté réside dans la recherche d'aires de repos. Et ils espèrent que ce problème pourra être résolu. Lorsque l'on utilise la route Kigali-Rusumo, tous les arrêts sont réservés aux taxis et aux bus. C'est très difficile pour trouver un lieu de repos pour les camions. Des fois, nous profitons des stations d'essence, communément appelées stations de service, pour parquer nos camions. Mais c'est difficile de trouver des endroits à la dimension de nos camions. Ces conducteurs ont également partagé leur point de vue avec le coordinateur de l'autorité des transports et des communications du corridor Nord, Dr John Dang Diar-Nding, qui a déclaré que les routes rwandaises sont actuellement irréprochables selon les normes internationales. Yeah, so far, 98% of, À ce jour, 98% des routes rwandaises sont en bon état grâce à nos inspections semestrielles et les 2% restantes sont des routes en état acceptable. Selon les normes appliquées dans le corridor Nord, aucune route de Rwanda ne présente actuellement de problèmes majeurs. Nous collaborons avec le gouvernement rwandais afin de garantir que 100% du réseau routier soit en bon état. Le Rwanda obtient d'excellents résultats et c'est pourquoi nous estimons important de continuer à les soutenir. Cela témoigne de son souci du bien-être de ses citoyens. Il est essentiel pour nous d'appuyer une telle administration afin qu'elle puisse servir d'exemple aux autres pays de la communauté. Dr Dang a également indiqué qu'il s'engage à collaborer avec le Rwanda pour poursuivre l'amélioration des infrastructures. C'est pourquoi ils ont fourni un outil permettant de mesurer la qualité des routes et travaillent également ensemble à la construction des parkings pour les véhicules lourds. Nous sommes ici pour résoudre le problème des circulations, car au Rwanda, 980 km de routes nécessitent des réparations. Il est donc indispensable d'inspecter quotidiennement ces routes afin de déterminer les travaux effectués. Pour ce faire, nous avons besoin d'un outil appelé Rugomètre qui permet d'évaluer leur état et que nous avons soumis à RTDA. Nous sommes également venus visiter la zone Rukomo où nous construisons un grand parking. Auparavant, les camions transportant des marchandises transitaient par Kagitumba, Rubavu et Goma.
Nous souhaitons qu'ils empruntent désormais le poste frontalier de Gatuna. Cette zone accueillera également les camions en provenance de Gatuna et à destination de Kigali. Une étude est actuellement menée afin d'évaluer l'aménagement de cette zone avant le début des travaux. Concernant les problèmes persistants sur les routes, dans une récente interview accordée à des journalistes, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que le fait que des imperfections subsistent sur les routes, malgré leur état, constitue un problème pour les autorités compétentes et a demandé que ces problèmes soient résolus. Il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi certaines personnes travaillent comme ça, ne terminent pas le travail assigné et les manques de suivi? Nous en sommes responsables. Des fois, lorsqu'il faut construire une route, il faut un partage des responsabilités. La première phase, cela nous concerne nous, car c'est nous qui prévoyons tous les nécessaires. Nous sommes les commanditaires. Le constructeur, lorsqu'il finit le travail, il réclame à être payé. Sans vérification, il est payé et s'en va. À qui la responsabilité? C'est nous. Nous devons résoudre ce problème. L'administration du corridor Nord indique qu'elle collaborera également avec le Rwanda sur d'autres projets, notamment la construction d'un grand parking à Rukomo en district de Gicumbi, ce qui permettra d'exploiter pleinement le poste frontalier de Gatuna, comme c'est actuellement le cas à la frontière de Kagitumba, et la fourniture au Rwanda d'une expertise dans l'exploitation des ports fluviaux, un secteur sous-développé au Rwanda. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les autorités de la province du Nord demandent à la population d'éviter de continuer à dormir avec les animaux dans les maisons, et une pratique qui favorise l'insalubrité et diverses maladies. Cependant, les habitants expliquent qu'ils préfèrent garder leurs animaux à l'intérieur pendant les nuits en raison du nombre de vols qui ne cesse d'augmenter. Les détails avec Michel Iladokunda. Le vol de bétail dans les étables pendant la nuit, alors que les propriétaires dorment, est l'une des principales raisons évoquées par certains habitants des districts de Burera, Gakenke et Musanze pour justifier qu'ils gardent leurs animaux à l'intérieur des maisons. Nous sommes obligés de dormir avec nos animaux, sinon ils sont volés pendant la nuit et les patrouilles ne sont pas suffisantes pour assurer notre sécurité. Même si certains pointent du doigt l'inefficacité des patrouilles nocturnes, d'autres habitants affirment qu'ils craignent aussi que leurs animaux soient attaqués par des bêtes sauvages s'ils restent à l'extérieur. Dans le district de Burera, plus de 1600 ménages ont été recensés comme dormant avec leurs animaux, une situation préoccupante pour la santé publique. Mukamana Soline a indiqué que les contrôles effectués montrent que ces habitants sont exposés à diverses maladies. Lors de nos inspections, nous avons constaté que les personnes ici dorment avec les animaux et ils sont affectés par plusieurs maladies liées à cette cohabitation. Pour résoudre ce problème dans la province du Nord, les autorités locales, en collaboration avec la police nationale, renforcent les patrouilles professionnelles et veillent à leur bon fonctionnement. Le gouverneur Mugabo wa Gahunde Maurice appelle les autorités locales à agir face à cette situation qui contribue à l'insalubrité. Les autorités locales doivent s'impliquer activement pour mettre fin à cette pratique qui nuit à la propreté et à la santé de nos citoyens. Dans la province du Nord, plus de 5000 ménages dorment avec leurs animaux à l'intérieur des maisons. Les autorités poursuivent les campagnes de sensibilisation à l'hygiène pour changer ces comportements. Les experts en santé ont indiqué que plus de 70% des maladies humaines proviennent des animaux, notamment le ténia, le paludisme, la rage et des infections respiratoires. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.